Avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec les petits commerces exercés au bord du fleuve Niger, plus précisément sur l'île de Boubon, commune de Karma. Allons plutôt à la découverte de l'île de Boubon. Le village et l'île de Boubon étaient lieux où se vend et s'achètent toutes sortes d'articles et où s'effectuent divers petits commerces. Vente des légumes frais, culture de contre-saison et principalement le commerce transfrontalier. Surtout le jour de son marché qui s'alimente chaque mercredi, où il y a une forte fréquentation des populations de Boubon et celles venues des quatre coins de la dite localité pour vendre et ou acheter divers articles. L'île de Boubon permet aux habitants de faire des cultures de contre-saison, mais aussi de faire le commerce transfrontalier, qui fait partie des sources de revenus importantes pour les piroguiers. C'est un moyen de subsistance pour de nombreux habitants du village ainsi que ceux des autres localités. kadar bogo ga alasaro batu zama kuna fashi chino to wallahi alhamdulillah go kan mon ribno zama de go ya agnumo ado feri to kulu alhamdulillah wallahi wato dini do gudu zambara ma hun kun me chino bon ba zo ta cha bubu hal bo ko do kal ko su mun o to so guna irin koyi irin ka bubon irin ko to biya o ka non go bubon susuba in biya ko to biya mo o dubon bo ada sa fon ngo ko to biya zonguno amma ne bubo wo wai tashi no boyen gono isbahi harka boyen mo gono iba fodihi lama kulkan digine in ko bumbo mun de nara wal meta dun no adin ga dun huro mun bo walla o kalan de yani ko ga o hi ko bumbo bang masraute i ya so suwasi ni bore ga mun no lam ta fon ba hi nyot kan fo muna da mun ga no giyo munu lami giyo shi ran duno wodun no giyo munu amma hadde wor gogol lakal ga Ce commerce transfrontalier donne accès à un bon nombre de biens et services du village de Boubon à travers le transport. L'île de Boubon est un véritable lieu de rencontre pour les populations environnantes. Comme vous venez de le constater, ce sont des petits commerces exercés sur l'île de Boubon. Réaction de l'acteur de la société civile nigérienne, Ibrahim Namawa, sur le dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO à Accra sur la situation politique au Mali. Pour ce dernier, il se dit réservé de cette dernière décision issue de cette rencontre. Nous sommes effectivement indignés pour un certain nombre de choses, 2 voire 3 choses. La première chose, c'est que la CEDEAO, lors de sa création, il faut le constater, en fait, elle a été créée uniquement dans un esprit d'intégration des États membres de la CEDEAO. Et donc, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous sommes en train de constater une remise en cause même des objectifs de la CEDEAO, qui sont entre autres l'intégration des États, l'unité des peuples membres des peuples
des pays membres de la CEDEAO. Tout ça là, nous sommes en train de nous rendre compte qu'en fait c'est remis en cause. Le discours que ces chefs d'État là font pour essayer de maquiller leur décision comme quoi ils ne vont pas accepter que des militaires dirigent le pays, la démocratie c'est bon, mais laquelle de démocratie? On est en droit de se poser des questions. De quelle démocratie véritablement ils veulent parler? Lorsqu'on sait que quand la CEDEAO a été créée, l'essentiel des chefs d'État membres qui se sont réunis pour la créer étaient des militaires à l'époque. Au Niger, celui qui a représenté le Niger, c'était un militaire. Au Nigeria, c'était un régime d'exception, un peu au Bénin, un peu partout. Donc ça ne tient pas. Ici, la démocratie qu'on veut, c'est la démocratie des peuples. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'une CEDEAO de peuple et non une CEDEAO des chefs d'État. Et du coup, vous voyez ça là, c'était en train d'être dévoyé. Et mieux encore, ils avaient choisi de mettre totalement de côté leurs textes qui fondent la CEDEAO et qui fondent le fonctionnement de la CEDEAO pour appliquer seulement leur désiderata en lien avec ce que la France voulait. Il faut dire les choses clairement. Et si vous constatez depuis un certain temps, la France elle-même, lorsqu'elle a été mise à mal dans sa coopération avec le Mali, elle s'était retranchée. Vous avez entendu Yves Le Drian à chaque fois dans toutes les tribunes du monde quand il passe, il dit que ce qui s'est passé au Mali est inadmissible. Il va falloir que la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine prennent des sanctions contre le Mali et c'est à ça que nous venons d'assister hier. Donc c'est pour dire que effectivement ce qui s'est passé hier, c'est la preuve éloquente que la CEDEAO venait de donner à la face du monde, à qui veut l'entendre, que ce n'est plus une CEDEAO qu'on avait voulu pour le bonheur des peuples africains, une CEDEAO pour l'intégration, mais c'est une CEDEAO qui est là juste pour répondre des désiderata d'un certain nombre d'individus qui ne répondent et qui ne jurent que de la France. Tant pis le peuple de la CEDEAO, tant pis le bonheur des peuples, tant pis le développement économique et social des pays membres de la CEDEAO. Ce qui les intéresse, c'est effectivement qu'est-ce qu'ils vont gagner en tant qu'individus et que va dire la France lorsqu'ils soient venus à prendre des décisions. Est-ce que la France va être contente ou elle sera mécontente? C'est tout ce qui les intéresse. Les questions de texte, tout ça là, c'est pas un problème pour eux. Merci. D'une réaction à une autre relativement toujours à la situation politique au Mali après le dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO, notre reporter Alouma Massani s'est entretenu avec le coordonnateur du réseau Espérance Maman Bachar sur les conséquences de toutes les décisions prises sur les autorités maliennes et le peuple en général. Un extrait de son intervention avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. Le premier impact, c'est d'abord l'accès à leurs avoirs. C'est les efforts de tant d'années fournis par les citoyens donc de ces pays courageux. C'est des efforts laborieux qui ont été fournis par les citoyens qui se trouveraient bloqués donc, dans les banques notamment de la BCEAO auxquelles donc naturellement sur la base donc, de ces mesures-là l'État malien ne pourrait pas avoir accès. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est dans les transactions économiques avec les autres pays où il a donc des relations d'ordre économique et commercial. Mais à ce niveau-là, quand on analyse de près, on a comme l'impression qu'il risque d'y avoir une espèce de ce qu'on pourrait appeler match nul. Parce que ces États-là ont, autant que le Mali, besoin de commercer avec le Mali. Donc s'il y a fermeture de frontières, ça veut dire que c'est des capitaux importants que ces États-là perdraient du fait de l'absence de cette relation commerciale. Ici, j'ai fait allusion notamment à des pays comme le Sénégal, dont le port est essentiellement utilisé par les pays de l'interland, dont le Mali. Je parle également d'un pays comme le nôtre, le Niger, où l'essentiel du carburant donc consommé au Mali est donc part du Niger. Le ministre de l'élevage, porte-parole du gouvernement et celui de l'Intérieur
été avant-hier face à la presse pour éclairer la lanterne des citoyens sur la situation du trafic de drogue dans notre pays. C'était en présence du procureur de la République, du directeur général de la police et celui de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Compte rendu Ralia Sani sur les images de Abdoumouni Abdou. Cette conférence de presse conjointement animée par le ministre de l'Élevage, porte-parole du gouvernement, et le ministre de l'Intérieur est née de la volonté du gouvernement de mieux communiquer sur la situation du trafic de drogue dans notre pays. Le ministre porte-parole du gouvernement a ainsi retracé les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le trafic, tout en rappelant la création de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCRTIS qui, depuis sa création en 2015, ne cesse d'œuvrer dans le cadre de cette lutte. Durant donc près de 6 ans, cet office a laborieusement travaillé. Le gouvernement l'a accompagné en le dotant de personnes, des ressources humaines nécessaires, des équipements et de tous les moyens pour lui permettre de travailler dans des conditions acceptables. Contrairement à ce qui est répandu, depuis 2015, des quantités importantes de drogue, d'autres stupéfiants et de biens, de l'argent et des armes ont été opérés par cet office. Après une brève présentation, les journalistes présents pour la circonstance ont eu droit à poser des questions auxquelles les deux ministres ont apporté des réponses précises. Une des questions est relative à l'implication des officiels. Je pense que le mot peut-être est, à mon sens, un peu pas très indiqué. Disons qu'il y a un élu qui a été interpellé et qui se trouvait dans le véhicule, effectivement. Mais comme vous le savez, la loi, elle est claire. Et la loi, elle s'applique à tous. Il n'y a pas de citoyen particulier face à des infractions ou à des délits. Donc la loi sera appliquée dans toute sa rigueur par rapport à qui que ce soit qui aurait commis une faute. C'est vrai, comme vous le relevez, c'est dommage que ce soit un représentant d'une communauté qui n'a pas su mériter la confiance que les populations ont eue à son endroit en élisant comme le représentant qui se retrouve impliqué dans ce trafic-là. Mais la loi lui sera appliquée dans toute sa rigueur et qui que ce soit qui sera impliqué, ben, la personne fera face à la justice et à la justice dans toute sa rigueur. Le ministère de l'Intérieur s'engage à donner tous les moyens à cet office qui fait ses preuves depuis qu'il est mis en place. Parce que la drogue, vous ne pouvez pas la traquer si vous n'avez pas de capacité vous permettant de vous renseigner. Donc, ces agents ont la plénitude de pouvoir pour agir. Ça aussi, c'est très important. Il n'y a aucune limite, aucune forme de limite dans l'exercice de leur fonction. C'est très important à savoir. Maintenant, l'utilisation de certains véhicules officiels tels que ce qui est arrivé la dernière fois, l'utilisation du véhicule de la mairie ou des ambulances, etc., etc. La solution, c'est comme le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est de pouvoir renforcer les contrôles à tous les points de contrôle. Quant au procureur de la République, il s'est lui appesanti sur la question de l'incinération de la drogue saisie. Le procureur de la République peut, à travers une requête, demander au juge d'instruction l'autorisation de procéder à l'incinération de la drogue qui a été saisie. Et lorsque le juge d'instruction estime que la requête du procureur de la République est fondée, il prend une ordonnance aux fins d'autorisation de procéder à l'incinération pendant que le dossier est en instruction. Et vraisemblablement,
en ce qui concerne les dossiers en cours, nous sommes inscrits, monsieur le ministre, dans cette logique. La requête a déjà été formulée. Nous attendons la réponse du juge en charge du dossier et nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour que la même transparence qui a caractérisé le traitement de ce dossier, de bout en bout, il y a eu des pesées, il y a eu des tests et des témoins ont été invités pour assister à ces vérifications. La même transparence va caractériser le prélèvement de l'échantillon qui sera fait en application de l'article 140 de la même ordonnance que j'avais citée. Et la même rigueur, la même transparence va aussi caractériser le transport de cette drogue au site de l'incinération, la manière dont l'incinération va être effectuée. À la fin de cette conférence, le ministre porte-parole du gouvernement a réaffirmé l'engagement du gouvernement à intensifier les efforts pour traquer et traduire devant les tribunaux tous les acteurs et complices de trafic, car ils constituent, dit-il, une menace pour la paix et la sécurité de notre pays. Suivant à présent avec Ibrahim Abdelkader la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an de l'Assemblée nationale. Ils étaient nombreux en ce jour, les députés de la majorité comme ceux de l'opposition, les différents directeurs de cabinets et conseillers, les forces de défense et de sécurité, l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale au grand complet à être présent pour la présentation de vœux de nouvel an au premier responsable, son Excellence Seni Oumarou, mais également au peuple nigérien. Tout le personnel donc ont décidé aujourd'hui d'aller pour présenter le meilleur vœu au président de l'Assemblée nationale dans la joie, dans l'acrité, et nous demandons à tous les collaborateurs cette année que cette année soit une année de bonne collaboration, de compréhension mutuelle et du travail, et que Dieu le Tout-Puissant fasse descendre sa clémence, sa miséricorde et la paix pour le peuple du Niger. Nous souhaitons par la même occasion bonne fête à tout le peuple nigérien. Nous souhaitons que cette année nouvelle soit meilleure que l'année précédente. Nous souhaitons la sécurisation des populations et beaucoup de richesses profitables au peuple nigérien. Nous sommes venus aujourd'hui présenter nos vœux au président de l'Assemblée et à nos chers collègues députés, au peuple nigérien et à nos forces de défense et sécurité. Qu'Allah le Tout-Puissant nous accorde la paix, la santé, la prospérité. Cette cérémonie s'est terminée avec le vœu que cette nouvelle année qui commence soit une année de consécration au travail, avec l'espoir que ces élus du peuple répondent mieux aux attentes du peuple nigérien. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'entretien que nous a accordé le coordonnateur du réseau Espérance, Maman Bachar, sur les décisions prises par la CEDEAO à l'encontre de la République du Mali. Pour ce dernier, il y a l'anguille sous la roche dans cette décision. Très bonne réception et au revoir. L'essentiel, en tout cas, des mesures qui sont prises ne sont pas conformes au texte de la CEDEAO, qui ne prévoit pas des mesures telles que fermeture de frontières, telles que gel des avoirs, puisque on a comme l'impression que les mesures sont plus orientées vers l'ensemble des citoyens donc maliens, au lieu que ça soit orienté plutôt vers la junte militaire qui est au pouvoir. Donc l'une des premières constatations, c'est de dire que donc ces mesures-là, non seulement elles sont inédites, comme l'a reconnu lui-même M. Macron, le président français, mais elles dénotent d'une certaine disproportion, en tout cas, qui peut s'apparenter à une espèce de punition
donc vis-à-vis d'un pays qui se bat pour son indépendance, qui se bat pour sa fierté et sa dignité. Parce que, au fond, le Mali semble être persécuté du fait de son choix de diversifier donc ses partenaires stratégiques, y compris dans le domaine de sécurité, en faisant venir par exemple les Russes, mais de manière officielle, tout semble faire apparaître que les chefs d'État se sont appuyés sur le fait que la junte voudrait, ou en tout cas, de par les décisions qu'elle prenne, voudrait s'éterniser au pouvoir en refusant d'organiser les élections en février telles que recommandées par la CEDEAO. Alors que dans le cas d'espèce, tout le monde sait qu'en février, là qui vient, c'est-à-dire le mois prochain, il est impossible de pouvoir organiser des élections dans un pays en proie encore à une insécurité grandissante où une bonne partie du territoire n'est pas sous le contrôle du gouvernement. Donc cela ne paraît pas logique. Mais en vérité, le gouvernement malien est persécuté, puisque c'est de cela qu'il s'agit, par le simple fait qu'il a opté pour la diversification de ses partenaires stratégiques. Et cela est apparu de manière assez évidente lorsque le président français est sorti personnellement soutenir la décision de la CEDEAO, alors même qu'il ne fait pas partie de l'espace de la CEDEAO, à ce que nous sachions. Et nous, ils sont partis jusqu'à vouloir rechercher une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de durcir le ton en confirmant les mesures qui sont édictées par la CEDEAO. Nous étions les veto des Russes et des Chinois. Le Mali allait être aujourd'hui sous une espèce vraiment de crise profonde. Ça rappelle étrangement un peu le rôle de capitaine Domato dans le film Kunta Kinte. Si vous l'avez suivi, peut-être vous étiez assez jeune en ce moment-là. Donc le capitaine Domato qu'on utilisait pour punir ses frères noirs lorsqu'ils se révoltent. Donc le blanc n'avait pas besoin de venir avec une chicotte et lui-même punir ceux qui se rébellaient contre les traitements cruels inhumains qui étaient réservés aux esclaves. On utilisait le capitaine Domato qui était fort, qui était grand pour pouvoir faire cette punition-là à la place du bon blanc, et ça c'est autant de l'esclavage. Donc paradoxalement, cette attitude s'assimile un peu à cela, comme si la CEDEAO prend en charge une guerre, par interposition, une guerre que le Mali a vis-à-vis de la France du fait simplement de son choix de changer de partenaire stratégique sur la base d'une évaluation de la situation sécuritaire et de la stratégie jusque-là en vigueur dans les pays, qui a fait dépenser au pays 1 milliard par jour pendant plus de 8 ans sans qu'il y ait des résultats probants, c'est-à-dire l'éradication ou tout au moins la diminution substantielle des niveaux de nuisance de forces terroristes qui sont implantées dans son pays, qui paradoxalement sont introuvables malgré plus de 30 000 hommes mobilisés pour le combattre. Oui, à Anguille-sur-Roche, naturellement, il apparaît de manière évidente que les stratégies qui étaient jusque-là mises en œuvre ne prospéraient pas, ne produisaient pas de résultats escomptés. Bon, le premier impact,
c'est d'abord l'accès à leurs avoirs. C'est les efforts de tant d'années fournis par les citoyens donc de ces pays courageux. C'est des efforts laborieux qui ont été fournis par les citoyens qui se trouveraient bloqués donc dans les banques notamment de la BCEAO auxquelles donc naturellement sur la base donc de ces mesures-là l'État malien ne pourrait pas avoir accès. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est dans les transactions économiques avec les autres pays où il a donc des relations d'ordre économique et commercial. Mais à ce niveau-là, quand on analyse de près, on a comme l'impression qu'il risque d'y avoir une espèce de ce qu'on pourrait appeler match nul, parce que ces États-là ont, autant que le Mali, besoin de commercer avec le Mali. Donc s'il y a fermeture de frontières, ça veut dire que c'est des capitaux importants que ces États-là perdraient du fait de l'absence de cette relation commerciale. Ici, j'ai fait allusion notamment à des pays comme le Sénégal, dont le port est essentiellement utilisé par les pays de l'interland, dont le Mali. Je parle également d'un pays comme le nôtre, le Niger, où l'essentiel du carburant donc consommé au Mali donc part du Niger. Bon, on avait pensé que c'est plutôt en ce qui concerne les médicaments et les produits, disons, de première nécessité. Mais bon, ça, c'est aller voir de manière opérationnelle comment cela va se traduire concrètement. Et dans un premier instant, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est le commerce officiel qui sera impacté, c'est-à-dire le commerce formel qui s'est fait soit d'État à État ou entre des institutions formelles. Mais du point de vue pratique, et on connaît nos frontières, elles sont poreuses, elles sont artificielles, elles sont juste, si vous voulez, indicatives. Elles ne sont pas des frontières réelles en tant que telles. Si bien que vous avez vu, même avec la fermeture de la frontière du Nigeria pendant plus de 10 mois, ça n'a pas véritablement changé les rapports commerciaux qu'il avait avec ces pays limitrophes, notamment le Niger, qui partage avec ce grand pays-là plus de 1000 km donc de frontières de part et d'autre. Bon, la voie de sortie, de mon point de vue, elle est de deux ordres. Elle est d'abord d'ordre juridique. Le Mali doit, à mon sens, attaquer cette décision-là devant la Cour de la CEDEAO pour rappeler les différents dispositifs qui peuvent être édictés en pareille circonstance, et lorsque un certain nombre de protocoles auraient été violés, notamment le pacte sur la démocratie et la bonne gouvernance, et rappeler que les mesures en question, telles qu'elles ont été prises, ne sont pas, en tout cas, inspirées par des dispositions légales en la matière, c'est-à-dire celles qui peuvent être édictées en pareille circonstance. Ça, c'est le premier volet de la question pour démontrer jusqu'à quel point les chefs d'État, ils étaient mal inspirés pour prendre de telles mesures qui sont uniques et assez inédites et vraiment qui reflètent une certaine peur, en tout cas vis-à-vis des situations de renversement des régimes, comme si en réalité ils prenaient des mesures pour se protéger eux-mêmes et non protéger des États qu'ils sont censés représenter. Maintenant, au point de vue politique et géostratégique, cela ouvre naturellement de nouvelles perspectives pour le Mali et le peuple malien. Les nouvelles perspectives sont notamment le raffermissement de ces relations et le renforcement avec notamment l'Algérie, et donc il y a une histoire de lutte
assez bien connus, y compris face à la France pour ce qu'on appelait la lutte de libération et d'indépendance. Et le Mali peut aussi avoir comme allié immédiat la Mauritanie, qui a déjà quitté la CEDEAO pour des raisons certes différentes, mais plus ou moins similaires. Il y a aussi de l'autre côté l'axe Guinée qu'il peut développer. Ça, c'est en ce qui concerne les voisins immédiats. Mais du point de vue international, c'est l'occasion pour le Mali de renforcer ses relations avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, qui sont aujourd'hui des partenaires assez dynamiques et qui parviennent à s'adapter donc à la marche du monde, contrairement à la France qui semble toujours continuer à avoir une attitude de domination, une attitude néocoloniale qui l'a fait reculer du point de vue diplomatique et stratégique. Et malheureusement, au lieu de comprendre cela et d'en prendre acte pour changer et améliorer sa politique extérieure, la France semble, ou du moins le gouvernement français semble développer des idées selon lesquelles il y aurait un sentiment anti-français qui serait en train d'être développé donc dans les pays francophones, ce qui n'est pas vrai. Personne n'est contre les Français et personne n'est contre la France, mais l'essentiel de l'opinion publique aujourd'hui est contre la politique néocoloniale française, celle qui est faite de domination, celle qui est faite de l'exploitation éhontée des ressources des pays anciennement colonisés par la France, celle qui est faite d'une politique de précarité et de soutien, en tout cas ouvert à des régimes auxquels la France demande à avoir des comportements tout aussi impopulaires vis-à-vis de leurs citoyens, vis-à-vis des peuples qu'ils sont censés administrer. Donc, non seulement elle s'isole par ces actes-là, mais elle isole davantage les gouvernements qu'elle soutient, parce que très souvent, vous avez comme l'impression que les mesures que certains gouvernements prennent sont plus édictées par les soucis de pouvoir satisfaire la métropole que de satisfaire le peuple qu'ils sont censés servir. Donc de ce point de vue-là, la France, à moins qu'elle ne se ressaisisse et change de politique pour avoir désormais de relations ou des accords gagnant-gagnant avec les anciennes colonies, elle perdrait suffisamment de terrain et va devenir à la limite comme des anciennes puissances comme le Portugal. Pratiquement, donc il perdrait du terrain et ça serait au grand avantage des autres puissances émergentes qui, elles, proposent manifestement des offres de coopération beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus avantageuses, en tout cas de part et d'autre. Donc je parle ici de la dynamique gagnant-gagnant qui puisse permettre aux différents peuples de pouvoir émerger et de sortir du sous-développement, de la dépendance et de cette, image permanente des peuples assistés, mendiants, auxquels il faut tout le temps apporter de l'aide alors qu'ils sont assis sur d'énormes richesses qu'il fallait juste pouvoir exploiter et pouvoir mettre à la disposition des populations pour les faire vivre une vie meilleure, une vie dans la dignité et une vie surtout dans la prospérité et le respect mutuel. Donc la France a tout intérêt à améliorer justement cette politique-là, cette vision, sinon elle perdrait assez du terrain et partout, pas seulement au Mali, même au-delà, puisque à l'heure actuelle, du fait de ces types de mesures iniques et assez haineuses, ils sont en train pratiquement non seulement de perdre le Mali en termes d'espace
d'influence, mais également de perdre, j'allais dire, un terrain par rapport à l'espace francophone, puisque le Mali va certainement bientôt adopter une de ses langues nationales comme étant aussi une langue officielle. Ils vont sortir du franc CFA, ils vont sortir de la CEDEAO, ils vont sortir de l'UEMOA, ils vont battre leur propre monnaie et ils vont pouvoir développer des relations beaucoup plus harmonieuses avec d'autres communautés et avec d'autres pays qui les respecteraient mieux, en tout cas, que ce qu'ils ont vu jusque-là. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.